Bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié au branding et marketing des marques de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, l'agence design spécialisée boissons et basée à Lyon. Aujourd'hui, je reçois Olivier Orsucci, directeur artistique de la maison Ninkasi, qui vient de lancer une collection de 4 single malt français au code visuel totalement repensé. Avec The Flow, New Code, Inspiration et Manifesto, Ninkasi casse les conventions du whisky traditionnel pour s'adresser à une nouvelle génération d'amateurs. Comment créer une identité et des packagings disruptifs dans un marché aussi codifié que celui des spiritueux, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que Studio Black Sounds propose des services complets de refonte de marque allant de la stratégie à la création d'identité visuelle en passant par la conception de packaging. Je vous accompagne dans chaque étape de la transformation de votre marque pour créer une présence cohérente et impactante sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche et à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour finir, je vous invite également à laisser vos commentaires sous l'épisode pour partager et débattre sur la thématique. Salut Olivier, merci d'être avec nous. Salut Ludo, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Très content de participer à Super Potion. Ouais, et ben ça fait la deuxième fois que j'invite Ninkasi. Ça faisait très très longtemps. Je crois que la dernière fois c'était en 2020 ou 2021. Donc je suis très content d'avoir aussi une autre personne qui est un petit peu dans mon domaine d'expertise, dans la DA au final. Yes. Donc ça va être cool de parler ensemble du lancement d'un nouveau produit. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi je suis à la tête de la création Ninkasi depuis plus de 10 ans maintenant. Ninkasi c'est un peu particulier. On a un studio de création qui est intégré directement au sein de l'équipe communication qui est composée d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Le studio de création il est composé de 3 à 4 personnes en fonction des périodes. Moi je suis directeur de création, je chapeaute l'équipe. On a dans cette équipe-là des graphic designers, des motion designers. Et puis on va faire tout ce qui touche à l'image de marque Ninkasi en interne pour avoir vraiment le meilleur fil rouge possible et la meilleure cohérence de marque possible. On va faire appel à des externes aux besoins, à savoir des agences, des freelances, des créatifs externes pour se rafraîchir les idées, pour aller chercher des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Mais sinon, tout ce qui est packaging, on va essayer de travailler en interne pour avoir cette communication globale, à la fois sur la bière, qui est notre premier métier de base, sur le soda aussi, parce qu'on fait du soda désormais, et désormais, depuis maintenant pas mal de temps, désormais, sur le spiritueux. Ok. Parfait, justement, on va skipper un peu la partie bière pour l'épisode d'aujourd'hui, pour vraiment se concentrer sur les SPI. Et vous avez déjà sorti pas mal de références ces dernières années. Pourquoi avoir travaillé sur une toute nouvelle gamme très disruptive ? Alors ouais, effectivement, on a sorti pas mal de produits, puisque cette année, on fête les 10 ans de la distillerie Ninkasi. Ninkasi, c'est une marque qui a été créée en 1997, donc comme je le disais, brasseur originellement. Et puis finalement, le métier de distillateur, en tout cas de producteur de whisky, il est venu assez naturellement puisque, comme vous le savez sans doute, c'est la même base. Hein. On part d'une céréale qu'on va brasser et qu'on va ensuite faire fermenter pour faire de la bière ou qu'on va distiller pour faire du whisky. Donc nous, on a ce savoir-faire-là depuis pas mal de temps maintenant. Donc c'était naturel pour nous de se lancer dans le whisky. On se lançait il y a 10 ans. On a investi dans un outil de distillation avec des alambics charentais notamment. Et puis ensuite, pour faire du whisky, il y a un vieillissement minimum de 3 ans. Donc il y a un petit temps qui est incompressible. Donc en attendant, on a sorti quelques alcools blancs, vodka, gin, quelques eaux de vie, des eaux de vie de poire notamment. Et puis ça nous a permis aussi de sortir des premiers embouteillages de whisky, plutôt on va dire des embouteillages très limités. On était sur des small batch, puisqu'on avait des petites bouteilles à l'époque. On était sur les bouteilles 50 centilitres, on était sur les bouteilles qui n'étaient pas permanentes, on était sur des contingents très limités. On sortait des lots de entre 300 et 1000 bouteilles. Donc ça nous a permis vraiment de tester des choses. Ça a permis à nos distillateurs et à nos maîtres de chez de se faire la main un peu sur les élevages, pour ensuite arriver à un produit qu'on a pu reproduire, notre produit permanent qui est sorti il y a maintenant un peu plus de 3 ans, qui était le Ninkasi Whisky
vieilli en fût de chardonnay. Et on était à l'époque sur un produit en termes de packaging, d'identité, sur quelque chose qui était vraiment très en lien avec ce qu'on avait commencé à déployer, ce qu'on a déployé pendant pas mal d'années sur la bière. On voulait vraiment qu'il y ait une identification qui soit assez rapide. On voulait quand même un produit qui nous ressemble, à savoir l'image Ninkasi, quelque chose d'assez moderne, d'assez accessible et populaire, qui s'adresse à la fois aux néophytes et aux connaisseurs, avec un packaging qui soit impactant visuellement, très typographique. On a ce goût-là pour la typographie et sur ces facing très typo, Ninkasi, avec de la couleur aussi, une couleur un peu pop et attirante. On avait le bleu cyan notamment sur ce whisky vieilli en fût de chardonnay. Mais on était quand même sur un produit qui était quand même assez, on va dire, lisse, sans être péjoratif, mais quelque chose d'assez consensuel. L'idée, c'était d'arriver avec un produit qui soit lisible, compréhensible, qui s'adresse à tout le monde à l'époque. Et puis ensuite, chemin faisant, avec les 10 ans de cette distillerie, comme je te le disais, on a eu envie d'avoir, de souligner un peu plus notre identité, d'affirmer un peu plus notre ADN, de montrer notre caractère. Et puis, tout simplement parce qu'on est dans un univers qui est extrêmement concurrentiel aujourd'hui, on a eu envie de montrer un peu plus qui on était et de sortir de ce lot de whisky français et du whisky tout court même. D'accord, mais il y a plusieurs points que tu évoques là qui sont intéressants, notamment le whisky chardonnay, on en a parlé avec Lélia et Lisanne dans Super Potion, donc je vous invite à rescroller un petit peu dans tous les épisodes que j'ai fait pour le retrouver. C'est peut-être le 17e, 15e, je sais pas, quelque chose comme ça. Là, on en est à 60 et quelques. Donc ça remonte quand même, mais en tout cas, on avait parlé pas mal de ce whisky, si jamais vous voulez vous remémorer. Et tu mentionnes aussi le fait d'être lisible rapidement en rayon, d'arriver dans une nouvelle catégorie, donc au-delà de la bière, qui sont les spiritueux, tout en identifiant que c'est bien Ninkasi. Moi, je prends souvent votre exemple pour parler d'architecture de marque, en disant que vous avez une architecture de marque en branded house, assez monolithique d'ailleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme, dans le sens où le mot Ninkasi est toujours marqué en amont de votre typologie de produit pour vraiment marquer, asseoir votre position et dire aux consommateurs ok, c'est un produit de Ninkasi. Est-ce que c'est vraiment la stratégie d'une branded house? Exactement, c'était la stratégie jusqu'à maintenant. Et avec les produits qu'on va découvrir aujourd'hui, on a pris justement un parti légèrement différent. On va le voir. On a travaillé un naming pour aussi souligner ce côté plus affirmé sur ces 4 nouveaux produits. Mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on a décliné naturellement de la bière depuis des années, où on avait la Ninkasi blonde, Ninkasi blanche, Ninkasi French IPA, Ninkasi Flower Lager, etc. On rentre toujours effectivement avec ces namings qui sont composés toujours de la même manière avec cette marque. Et puis ensuite, le style de bière qui devient le nom du produit finalement. Donc, on avait travaillé comme ça aussi sur les spiritueux. Ninkasi whisky, Ninkasi gin, Ninkasi vodka. Très simple. On va droit au but. Là, aujourd'hui, sur ces produits, où il y a aussi le fait qu'on n'est pas sur le même circuit de distribution. C'est pas des produits qui sont vendus en GMS. On va être sur des produits qui sont distribués sur des circuits premium chez les cabistes, où on va pas avoir aussi le même rapport au packaging et aux produits. On est certes, il y a pas mal de bouteilles en rayon, en facing côte à côte. Il faut émerger, il faut sortir du lot, il faut attirer l'œil et être impactant. Donc ça, c'est une réalité partout. Mais la concurrence, on va dire, est quand même différente. Et puis le temps que le consommateur va en passer à rayon, le conseil qui va être aussi apporté par le cabiste ou le vendeur dans ces circuits-là est quand même assez différent du rapport que va avoir le consommateur en GMS, par exemple. Ok, donc ouais, le whisky chardonnay, il était en GMS et dans tous vos lieux de brassage. Et là, on est dans un nouveau produit qui ne sera pas en GMS pour le coup, exclusivement CHR. Ouais, si je comprends ces bien. produits-là, ils sont exclusivement en CHR et cabiste, effectivement. Le whisky chardonnay était aussi déjà en CHR et en cabiste, mais on voulait quand même un produit simple, lisible. Là, aujourd'hui, on s'est dit qu'on voulait, en plus, on reste accessible avec ces produits-là. L'idée, c'est quand même de rester dans notre ADN Ninkasi. On aura par la suite, on en parlera peut-être, des produits, des whiskies notamment, qui seront, on va dire, ultra premium. Donc, c'est des embouteillages. On va conserver ce côté
single cask, small batch, avec des produits vraiment avec des contenants très limités, des produits qui ne sont pas reproductibles et numérotés. Mais sur ces produits-là, qui sont des produits permanents, donc 4 produits, désormais 4 whiskies différents, l'idée c'était d'avoir aussi une histoire à raconter un peu plus forte, embarquer aussi le consommateur avec nous. Et c'est pour ça qu'on a travaillé des namings, mais aussi tout un territoire de communication autour de ces produits qui prend un parti un peu plus fort et qui va nous embarquer dans un mode de consommation, dans une histoire à raconter un peu plus, on va dire un peu plus poussée et qui en tout cas ressemble beaucoup à ce qu'est Ninkasi, à ce que sera Ninkasi Bina. Ok, parfait. Bon, on va faire un petit reveal en direct pour ceux qui nous regardent en vidéo, parce que j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu le process d'itération entre l'idée créative et la bouteille finale en rayon, au final. Alors du coup, je vais partager l'écran. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, je vais d'abord montrer peut-être votre rédactionnel que vous avez voulu mettre en place pour cette nouvelle gamme. Donc, fiers de leur singularité, les whisky Ninkasi affirment leur caractère et redéfinissent le whisky à la française. Bousculer les codes pour mieux créer des émotions, c'est le point commun de ces 4 créations libres et audacieuses qui profitent d'un savoir-faire unique et de l'énergie d'une maison pionnière de la révolution craft depuis 1997. Hashtag We Are Ninkasi. Comment vous en êtes venu à ce motto-là, à ce manifeste-là? Bon, ça a été assez naturel, si tu veux. Donc, tout ce travail, déjà, on l'a étalé sur le temps. Ça fait un peu plus de 18 mois désormais qu'on s'est lancé sur la refonte et sur la création de cette gamme de 4 whisky. Et l'idée, c'était quand même à la base de se dire qu'on allait explorer différentes pistes. Moi, en tant que créatif, du coup, j'ai dirigé ce rework. J'ai travaillé du coup pour cette partie territoire et naming avec un concepteur rédacteur pour faire un team créa et aller chercher aussi quelqu'un qui nous sorte un petit peu la tête du guidon, on va dire, puisque on travaille nous toujours sur la même marque, non pas qu'on n'y voit plus, mais c'est toujours intéressant quand même de se dire on va aller voir un peu ailleurs et voir comment la marque est perçue. Donc là, l'idée, c'était un peu ça sur ce projet, c'est de se dire aussi, on va se faire accompagner avec des gens qui ont ce savoir-faire-là. Là, pour le coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, sur un travail comme ça, l'idée, ça a été aussi d'embarquer, de travailler en groupe projet. Donc, si tu veux, lorsqu'on travaille sur du packaging et en tout cas du branding de produits, on va pas travailler uniquement la com avec la com et travailler tête baissée en silo. L'idée, ça a été aussi de travailler main dans la main avec nos distillateurs, avec les gens qui font aussi les produits, les gens qui vendent les produits. On a vraiment fait ce groupe où il y avait un peu tous les corps de métier qui sont internes à Ninkasi, et c'est un peu la force de la marque aujourd'hui, c'est que tous les métiers sont représentés pour qu'on crée le produit ensemble et que tout le monde soit embarqué. Parce que derrière, ça fait des produits qui marchent 100 fois mieux que si c'est des produits qui sont pensés par le marketing ou qui sont pensés par les communicants et qui derrière, finalement, vont parler à une niche ou ne vont pas plaire déjà en interne. Donc, je suis d'accord, ouais. Mais comment tu fais tu prends chaque chef de département et ça fait un COMEX, on va dire, qui définit des stratégies et des pistes, ou vous interviewez vraiment tout le monde et vous faites un pot pourri de chaque... Alors malheureusement, on n'a pas pu le faire avec tout le monde, parce que ça fait quand même beaucoup de monde et puis ça fait pas des projets de 18 mois, ça fait des projets qui vont s'étaler sur bien plus de temps. Mais on a fait ce qu'on appelle un comité de pilotage pour le coup sur ce sujet-là. Et donc effectivement, il y a tous ces corps de métier, comme je te disais, les parties commerciales, les parties production, opération, et puis les parties communication, marketing et création. Et donc ça part vraiment de l'écriture du brief, de se dire voilà, aujourd'hui, on en est là. On fait un constat, on fait un bilan. On a une marque qui existe. Aujourd'hui, la marque Ninkasi sur le whisky, elle a une notoriété qui n'est pas encore extrêmement forte. On a une très forte notoriété sur la bière, puisque c'est un métier qui est un peu plus ancien chez nous. On a aussi une très forte notoriété régionale. Ninkasi, par son histoire à Lyon et région Auvergne-Rhône-Alpes, on a une notoriété qui est extrêmement élevée. Aujourd'hui, nous, on a une ambition nationale depuis déjà pas mal de temps, mais encore plus aujourd'hui avec ces produits-là. Et l'idée, c'était pas d'arriver non plus en disant on est un produit local, on est du whisky lyonnais. On se positionne comme un
un distilleteur français. Et donc, on voulait que ce soit véhiculé sur ces produits-là. Donc, ce travail-là, il y a 18 mois, c'était aussi se dire, dès l'écriture du brief, on a écrit avec toutes ces personnes-là. Et ce copil, il a permis déjà d'écrire ce brief. Un brief qui, déjà, met tout le monde dans la même direction. On sait où on va parce qu'on sait d'où on part. Et donc, l'idée, c'était ça. Et donc, à partir de là, une fois que ce brief a été écrit, que tout le monde était en phase là-dessus, euh, j'ai pu proposer pas mal de pistes créatives, du coup, qui ont un peu rayonné, tu vois, sur le spectre des possibilités, avec plus ou moins de risques, puisque à la base, il fallait aussi embarquer tout le monde sur cette prise de risque et sur ce côté affirmé, comme on se le disait, une marque beaucoup plus affirmée, bousculer les codes. Et puis finalement, naturellement, on a réussi à trouver un consensus à force d'échanges, à force d'explications, et puis à force de croiser les idées et de co-créer. Finalement, la co-création, c'est vraiment la force de ce projet, comme souvent. Et bah du coup, on va révéler maintenant à quoi ressemble la gamme. Hop. Et voilà les 4 petites bouteilles, pas si petites que ça pour les avoir vues en vrai. Au final. C'est du 70 centilitres, donc on est sur du standard finalement. Yes. Moi, en tout cas, quand vous avez fait votre reveal pour votre conférence de presse, honnêtement, j'ai été bluffé et je me suis dit, ah yes, putain, Ninkasi arrive avec un truc dont on peut être fier en tant que Lyonnais et en tant que Lyonnais, moi, dans la sphère du design, j'étais totalement fan. Alors, je fais jamais de lèche dans mes podcasts, hein, c'est vraiment pas le but. Mais là, pour le coup, je dois avouer que vous êtes arrivé avec un truc assez fort. Donc, en fait, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu les différentes étapes, peut-être en les détaillant pour ce projet. Donc, tu dis que vous êtes parti d'un comité de pilotage avec un brief assez détaillé. Et toi, du coup, ton rôle, ça a été de chapeauter ton équipe de graphistes, tout en essayant de trouver des axes pertinents de ton côté. Je suppose que toi, tu pré-batches aussi un petit peu le boulot pour les graphistes en dessous de toi. Et comment t'envisages les territoires de marque, combien de pistes créa t'as fait? Je suppose qu'en interne, t'en fais plus que 3 parce que t'es pas un externe. Ouais, voilà. Si tu peux nous expliquer pas mal de choses. Mais je vais tout te raconter. Vas-y. Écoute, pas de secret, pas de censure. Sur ce projet-là, je me suis moi-même occupé du graphisme pour le coup parce que on n'a pas des équipes assez grandes, on n'a pas un studio créa qui est suffisamment gros aujourd'hui pour que je puisse déléguer tous ces projets. Nous, notre studio, il est structuré, juste pour faire un petit laïus sur ça, il est structuré sur... moi, je suis certes directeur de création, mais je fais de la DA, je fais du graphisme. Avec moi, il y a des graphic designers qui font de la DA aussi. Et pour le coup, on va plutôt se répartir par projet plutôt que par tâche. D'accord. Et donc, l'idée, c'est plutôt de porter des projets du début jusqu'à la fin pour qu'on ait vraiment un suivi et une bonne vision, une meilleure direction artistique. En fait, l'idée, c'est plutôt comme ça qu'on se répartit les sujets. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai une affection particulière pour le packaging depuis pas mal de temps. Et pour le coup, j'avais pu bosser, moi, sur les whisky précédents. Ce produit-là, aujourd'hui, effectivement, il est assez disruptif. Quand on le voit comme ça de prime abord, il est déconcertant peut-être. On sait qu'il peut être aussi clivant parce que c'est le risque c'est toujours le cas lorsqu'on prend des risques. Mais pour le coup, voilà, il arrive après 10 ans de distillerie Ninkasi, après 10 ans à avoir testé des choses, à avoir essayé des choses. On n'aurait pas pu le sortir clairement il y a 10 ans, ce produit-là. Aujourd'hui, on le sort maintenant parce que c'est à ce moment-là qui peut naître et parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé auparavant qu'on peut en arriver là. Ouais, carrément, je suis d'accord avec le côté too early aussi. Si tu oses alors que le public n'est pas prêt, ça fait un flop, quoi. Donc le timing est vraiment très très important, quoi, dans un lancement comme ça. Ouais, tout à fait. Donc sur ce projet, pour être totalement transparent avec toi, donc comme je te disais, on a commencé il y a 18 mois. En 18 mois, il y a eu le temps d'embarquer tout le monde, de travailler en groupe projet, comité de pilotage, comme je te disais. Forcément, ça rajoute du temps. Le fait d'être à plusieurs, on va être beaucoup moins rapide que si on bossait en toute petite équipe, comme tu t'en doutes. Donc forcément, quand on se dit 18 mois, ça paraît beaucoup, mais quand on parle de packaging, on va le voir derrière sur de la création, du marquage, du décor, tout est long.
on arrive sur des délais industriels qui, à chaque fois, pour le moins nos prototypes, tests, essais, c'est des délais qui sont fous. Puis en plus, ça signifie aussi sourcer des nouveaux fournisseurs, sourcer des nouveaux verriers, sourcer des nouveaux fabricants, des nouveaux imprimeurs. C'est des choses qui sont assez longues. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours non plus. Nous, on n'est pas une agence de packaging avec qui a déjà tous ses contacts et qui fait ça tous les mois. Donc nous, pour le coup, il faut quand même aussi être curieux, aller fouiller à droite à gauche. Donc tout ce travail, il est bien sûr accompagné d'un énorme travail de veille, d'un gros travail de visite de salon, puis de suivi des tendances, des marchés, etc. sur les spiritueux, mais au sens plus large sur tout le domaine de la boisson. Donc ce travail-là, pour le coup, pour tenir les temps, dans ce que j'ai fait, pour revenir sur la partie créa et ces pistes-là, pour tout te dire, j'ai présenté, je crois, 8 pistes. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, hein, en général. J'avoue. On se réduit quand même à 2 ou 3, parce que même si je propose en interne, c'est comme si je fais une présentation client, tu vois. On a tendance à les appeler nos clients internes, tu vois. Donc, je fais une presse type agence. Et donc là, je sais très bien que lorsque je fais une présentation de 8 pistes avec 8 axes totalement différents, on sait qu'on va directement susciter le débat et créer forcément cette potentielle guerre de clochers où chacun va choisir la piste 2, la piste 1, la piste 3 et on part sur des débats sans fin. Là, pour le coup, étonnamment, j'ai trouvé un consensus assez rapide lors de la présentation et j'aime bien, tu sais, présenter mes pistes créa et y aller crescendo. Je pars sur la première piste qui est la piste attendue, qui répond au brief, qui surprend personne, mais qui est straight to the point, pour aller à la dernière piste et qui est, on va dire, la piste la plus inattendue, la plus risquée, où je pousse tous les curseurs. Okay. Et là, une fois n'est pas coutume, c'est cette 8e et dernière piste, la piste la plus risquée pour le coup, qui a récolté tous les suffrages. Donc pour le coup, moi j'étais plutôt très content parce que je présente jamais une piste avec laquelle je suis pas à l'aise ou quoi qu'il en soit, mais on a nos préférés. On a toujours nos petits préférés, comme tu le sais. Donc là, pour le coup, cette piste un peu touchy pour le coup, j'étais pas sûr qu'elle passe directement. Et puis finalement, le fait de présenter ces namings, ce côté plus aspirationnel qu'on avait moins auparavant, où on avait besoin d'expliquer, de présenter, ça a quand même touché son but assez rapidement. Et puis là, comme tu peux le voir, l'idée c'était aussi de pas créer non plus un produit élitiste. Moi, je mets quand même un point d'orgue dans tout ce que je fais, tu vois, avoir ce côté accessible. J'aime ce côté, le côté pop, mais au sens propre du terme, tu vois, le côté populaire. Pour moi, l'idée, c'était pas d'avoir un produit qui soit juste beau, mais incompréhensible. L'idée, c'était quand même d'avoir cette lecture simple où on a là, de loin, tu vois ce Ninkasi Whisky, bien sûr, ce bloc marque logo, ouais. le nom produit avec ce jeu sur les Tinder. Et puis, on a quand même sur le second niveau de lecture, mais qui reste en facing, ce single malt whisky français. On définit clairement le produit. Et puis ensuite, à chaque fois, on a ces deux adjectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. C'est se dire que chaque produit, on va se donner la clé de lecture. Et là, tu t'adresses vraiment aux néophytes, potentiellement aux gens qui ne buvaient pas de whisky avant, qui découvrent un produit avec, tu vois, riche et expressif, frais et floral, subtil et épicé. Ou le premier, c'est c'est quoi, gourmand et... J'arrive pas à le lire. Et fruité, peut-être. Ouais, j'arrive pas à le lire non plus sur... où est-ce qu'il est? Ouais, c'est ça. Gourmand et fruité. Ouais. Voilà, avec des codes couleurs aussi qui soient très différents. On reste sur des couleurs assez pop, assez flash. Ça, c'est typiquement aussi en lien. On a ce travail de la couleur déjà sur nos bières. On l'avait aussi sur le whisky précédent. On a envie d'avoir des choses qui soient assez vivantes, qui reflètent un peu cet univers Ninkasi, puisqu'on a aussi on a des lieux de brassage, on a des bars, on a des lieux de vie qui font la part belle à la musique. Donc on voulait que tout ça, toute cette histoire-là, aussi on puisse la retranscrire en un produit. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec ces noms-là, New Code, Manifesto, The Flow, Inspiration. Alors, on va revenir au naming. Excuse-moi, je te coupe. On va revenir au naming un petit peu après. J'aurais voulu juste revenir dans les 8 propositions que tu fais.
Est-ce que c'est à chaque fois étiquette, plus bouteille, plus naming qui change? Est-ce que tout change à chaque fois? À quel point tu travailles aussi ta présentation? Est-ce qu'en gros, tu as fait un rendu 3D de cet acabit-là, qui est quand même plutôt professionnel pour chaque piste? Est-ce que c'est plutôt des mock-ups que tu as présenté sur d'autres pistes? Parce que là, il y a vraiment un côté, est-ce que la bouteille est custom? Est-ce qu'elle fait partie d'un catalogue verrier? Il y a pas mal de petites questions dans cette grosse question. Tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr. Donc sur la bouteille, déjà, effectivement, c'est le premier point. On était jusqu'à présent, ces 10 dernières années, on a commencé avec des bouteilles 50 centilitres et puis ensuite, pour répondre aux standards du marché, on est passé sur le 70 il y a à peu près 3 ans. Ici, on est sur le 70 du coup, et ça, c'est quelque chose qu'on voulait conserver, c'était écrit dans notre brief. Et puis, lorsqu'on a lancé ce projet, initialement, l'idée, c'était d'avoir notre propre bouteille, c'est-à-dire créer notre moule, avoir notre bouteille iconique, identitaire, Ninkasi. Donc, ça veut dire création d'un moule, trouver le bon partenaire derrière. Comme tu le sais, la création d'un moule, c'est extrêmement long et c'est également extrêmement coûteux. Donc, finalement, nous, vu le temps qui nous était imparti sur le projet, on s'est vite rendu compte que créer un moule à partir de zéro et puis l'investissement aussi que ça représente, c'était malheureusement pas le moment pour nous. Donc, il a fallu qu'on soit malin et qu'on se dise, OK, on va devoir rester sur une bouteille catalogue. La bouteille catalogue, aujourd'hui, les verriers, il y en a quand même bon nombre, avec des catalogues tous plus innovants les uns que les autres. Ils travaillent tous quand même le design de plus en plus et ils vont chercher des choses assez innovantes. Le problème, c'est que lorsqu'on prend une bouteille catalogue, c'est qu'elle ne nous appartient pas et puis demain, on peut voir n'importe quel fabricant, plus ou moins gros, utiliser la même bouteille que nous, et puis ça fait que la bouteille, elle devient presque commune. Après, c'est plus dans les effets, dans l'étiquette que tu dois te démarquer, parce que les bouteilles de gin que tout le monde connaît, il faut être créatif dans l'étiquette après. Mais c'est sûr que le moule, c'est encore autre chose. Donc, on a cherché une bouteille catalogue. L'idée, c'était quand même d'avoir une toute nouvelle référence aussi, se dire qu'au plus le modèle est récent, au moins elle sera préemptée par une autre marque. Donc on s'est tourné vers cette bouteille-là, qui vient de chez Betro Elite en Italie. Ouais. Cette bouteille-là, elle venait tout juste d'être présentée au Luxpack à Monaco lorsque je l'ai découverte d'abord sur leurs réseaux sociaux, je crois sur Instagram. Okay. Elle est issue d'une gamme de 3 bouteilles. Son modèle s'appelle Lily, pour tout te dire. La gamme s'appelle Pure et dans cette gamme Pure, il y a l'équivalent de cette bouteille-là qui est un peu plus arrondie avec des formes plus douces. Et puis il y en a une troisième qui pareil, qui est un peu plus conique, il me semble. Nous, on avait aussi une contrainte qui était tout simplement sur notre ligne d'embouteillage où il nous faut absolument une bouteille cylindrique. Celle-ci, elle est parfaitement cylindrique. Et puis c'est ce qui lui offre aussi ces proportions assez étonnante. Pour le coup, on a lorsqu'on l'en tient en main, elle est assez agréable à tenir. Elle est plutôt originale. Et puis on va dire que la grosse prise de risque, lorsque je l'ai présenté à l'équipe, c'est bien évidemment le col très large et ce bouchon à vis. Sachant qu'on était sur des bouchons tête plate, auparavant, des bouchons très classiques. Ouais. Donc ça, je savais que c'était quelque chose de très clivant qui allait susciter l'échange assez rapidement, et ça a été le cas. Est-ce qu'il y avait d'autres options de bouchons là pour le coup dans ce qu'ils présentent Effectivement, t'as du bouchon, il existe du bouchon bois, il existe du bouchon alu, et ensuite il existe du bouchon en plastique cristal totalement transparent. Et pour moi, c'est celui qui vraiment est le plus cohérent avec ce design-là parce qu'il est dans la proportion parfaite du col, il prend la même largeur, il est très qualitatif aussi au toucher. Tu vois, on est sur un plastique PET qui est un plastique en plus recyclable. Donc c'est plutôt un plastique qui est de bonne facture. Et pour le coup, lorsqu'il est posé en termes de proportion, c'était quand même quelque chose d'assez naturel lorsqu'on le voit, lorsqu'on compare les deux bouteilles entre le bouchon alu, le bouchon bois et celui-ci. Ah oui, donc là, du coup, il y a Body, Lily et Camellia, ça fait partie des 3 nouvelles bouteilles, quoi, dans l'idée. Ok. Et du coup, dans tes 8 pistes créa, tu as utilisé la même bouteille parce que vous aviez validé cette bouteille en amont ou pas du tout? Effectivement, tu as tout compris. C'est-à-dire que
suis allé par itération sur la partie créa. Et donc, avant d'avancer sur les pistes naming, identité produit, on a d'abord validé le flacon. Sachant que sur ce flacon-là, l'idée, c'était aussi de se dire, OK, on va prendre un flacon catalogue, mais pour se l'approprier au maximum, on va lui apporter du décor. On va essayer de voir comment on peut aussi se dire que cette bouteille, elle est vraiment Ninkasi. Et puis derrière aussi, ça va peut-être aussi susciter l'envie de la conserver, l'envie de la réemployer, de l'utiliser chez soi pour autre chose que ce simple service de whisky. Ah non, j'avoue que vous avez bien réussi à disrupter avec une bouteille vraiment nouvelle et en même temps garder cette identité vraiment marquée sur la typographie sans empattement propre à Ninkasi, quoi. Donc il y a vraiment jeu. Et puis là, je suppose c'est juste pour un délire graphique, non, le blanc et noir sur les lettres, où il y a un choix très spécifique des lettres qui ont été mises en exergue ou pas vraiment, c'est plus pour l'œil Alors effectivement, à la base c'est pour l'œil, mais c'est vrai que c'est une question qui revient énormément. Et j'ai envie de dire, chacun va essayer d'y trouver un peu un code, tu vois, parce que tu as peut-être deux niveaux de lecture entre new code et finalement c'est le no qui ressort, tu vois, c'est no new code ou new code. Et du coup, finalement, chacun va un peu essayer d'aller chercher cette histoire qu'il a envie d'y trouver à l'intérieur. Ok, c'est assez marrant. drôle, les retours que j'ai là-dessus. Et du coup, le produit en France, c'est quelque chose qui a été sérigraphié sur la bouteille ou c'est Ouais, donc là, le décor qu'on va avoir sur cette bouteille-là, on a un laquage sur le bas de la bouteille, un coating noir qui part du bas de la bouteille et qui est totalement opaque sur le bas de la bouteille et puis qui va arriver à peu près au milieu de la bouteille en dégradé pour ensuite voir sur le haut de la bouteille la couleur du whisky. C'est pour ça que là, vous le voyez sur ces modélisations 3D, on a des couleurs très différentes parce qu'on a aussi des jus très différents à l'intérieur. La couleur de l'étiquette aussi va faire écho un peu à la couleur du jus que tu vas retrouver à l'intérieur. Le New Code, c'est un produit qui est très doré finalement, qui est très couleur porc. The Flow, c'est un whisky qui est un peu plus frais, printanier, donc il est assez pâle, il est assez clair. Inspiration, il est passé dans un fût qui a contenu du vin rouge auparavant, donc il a ce côté très rubis, presque rouge. Et puis Manifesto, c'est un whisky qui est élevé en fût de Pinot des Charentes, donc pareil, il est élevé un peu plus longtemps en plus. Du coup, il est vraiment très marqué par le fût, par le bois, et donc il est assez rouge orangé, assez foncé aussi. Et ça, pour le coup, la bouteille, elle change vraiment totalement d'allure lorsque tu lui apportes ce lacage sur le bas. Okay. Donc en plus de ce lacage, ensuite, l'idée effectivement, c'est d'avoir une sérigraphie avec le produit en France sur le bas de la bouteille là qui fait le tour complet. Sachant que c'est sur nos premières séries de bouteilles là qui vont arriver sur le marché d'ici quelques jours. On n'a pas encore cette sérigraphie là, elle arrivera sur le deuxième batch de bouteilles. Ok. Mais tu vois, c'est super intéressant de se dire qu'il y a eu un laquage un peu en dégradé qui donne encore quelque chose de nouveau dans le produit. C'est comme ça aussi qu'on arrive à se démarquer, c'est par des petites subtilités qu'on verrait pas. Là, on a juste l'impression que c'est un beau pack shot avec des effets de lumière, etc., qui peuvent créer ça, mais non, c'est vraiment dans le produit. Là où peut-être des concurrents futurs vont essayer de vous copier en reprenant la même bouteille et en n'ayant pas assez d'argent pour investir dans un laquage ou peut-être choisir un autre bouchon, etc. On voit vraiment que chaque micro-détail compte sur le produit final, quoi. Ouais, c'est comme ça que tu vas aussi changer la perception de ton produit au final. Hein. Lorsque tu compares la bouteille pleine sans ce décor et la bouteille avec le décor, tu as vraiment une perception totalement différente. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement parce que dans le whisky, jusqu'à encore il y a assez peu de temps, il était quand même impensable de ne pas montrer la couleur du produit. Tu as soit des bouteilles teintées sur les vieux produits écossais, tu vois, où tu avais des bouteilles vertes en verre brun ou en verre vert. Mais bon, on va dire que c'est plutôt les codes actuels. Mais il n'y a pas si longtemps, le whisky, il fallait qu'on voit absolument la couleur du produit. On connaît aussi dans le whisky une évolution des packaging depuis quelques temps, avec notamment tous les faiseurs de cognac là, qui arrivent dans le monde du whisky, qui viennent un peu dépoussiérer ce vieux monde du whisky. Et puis après, tu as tout le travail qui est fait sur les alcools blancs. Sur les alcools blancs, on se lâche un peu plus avec des bouteilles teintées, des bouteilles laquées, des bouteilles colorées. Pareil, c'est assez intéressant de voir comment ça bouge et à quel rythme ça bouge aujourd'hui sur le packaging. Carrément. Et tu mentionnais le bouchon qui a
qui a suscité polémique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas ce bouchon? Pourquoi il est passé au final? Enfin, est-ce que tu peux nous en Alors, dire plus ouais, là-dessus? le bouchon, et puis au sens plus large, c'est la taille, le diamètre de ce col, tu vois, parce Hmm. qu'on a vraiment sur un col très large, je sais pas si on s'en rend bien compte, on n'en rend pas forcément compte parce qu'il n'y a pas d'échelle humaine à côté des visuels, là, tu vois, mais euh, on a un col qui est très large. Donc déjà, en termes de service, lorsque tu tiens ta bouteille et que tu vas verser ton whisky, tu vas avoir un débit qui va être beaucoup plus fort si tu vas franchement. Donc déjà, c'est un autre rapport au service. Ensuite, tu as quand même ce truc où le plastique en lui-même, tu vois, se dire aussi avoir un bouchon plastique, ça m'évoque un peu ce qu'on a connu dans le vin. En France, on est un pays de viticulteurs, on est très conservateur, c'est notre histoire. Et pour le coup, lorsque tu as les vins qui viennent des États-Unis ou d'Australie, qui arrivent avec des bouchons à vis, sur les vins blancs, sur les vins rosés, typiquement, on sait que ça crée encore un peu parfois de... Il y a pas mal de consommateurs qui en veulent retenue. Alors que finalement, ça va aussi bien conserver ton produit puisque tu vas pas le faire, tu vas pas les lever en cave, tu vas pas le faire vieillir. Ouais. Typiquement, c'est pareil sur les bouchons. Lorsqu'on a les bouchons plastiques remplacer les bouchons en liège pour une meilleure conservation, on a ce truc où parfois on est un peu conservateur, on a besoin d'avoir cette tradition autour de nous. Donc, arriver avec un bouchon à vis, aujourd'hui, dans le whisky, le bouchon à vis, ça va nous emmener vers soit des whiskies très bas de gamme, on va dire, entrée de gamme plutôt, ou sur des flacons un peu plus innovants. Typiquement, je pense aux Japonais, je pense à Nika, pompe de barrel à l'époque, lorsqu'ils arrivent avec leur tout petit flacon type pharmaceutique avec un petit bouchon en alu vissé. Et donc, nous, pour le coup, ce qui change vraiment, ouais, c'est sa taille. Et vraiment, ouais, je t'invite à le tester lorsque tu auras la bouteille entre les mains. Là, et je suis curieux d'avoir ton retour, mais tu verras, ça change quand même pas mal. Ouais, carrément. Donc, du coup, au final, vous avez décidé d'aller avec ça. Et ouais, et finalement, du coup, c'est quelque chose qui a. On sait très bien que c'est quelque chose qui va être clivant. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, forcément, c'est sûr. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas le mémoriser, ce bouchon. Et peut-être que derrière, tu vas devenir le whisky avec le gros bouchon en plastique, quoi, le whisky avec le gros bouchon à vis. Ouais. Mais en tout cas, ça laisse pas insensible. Et l'idée, ce qu'on voulait, c'était ça. C'était se dire que ça plaise ou que ça plaise pas. L'idée, déjà, c'est que ça te marque, ça te suscite un questionnement et tu as peut-être envie de manipuler, de toucher, de voir ce que ça donne, cette bouteille-là, ce flacon-là. Et d'ailleurs, tu Et puis parles de aussi, service, c'est hyper important pour les barmen ouais, qui veulent avoir ça en back bar, etc. Pour tous vos serveurs dans tous les Ninkasi. Donc, exactement. comment on l'utilise? Est-ce que on le sert pur sur glace? Est-ce que le cocktail, ça va être le fer de lance de cette nouvelle gamme? Alors, on a un whisky nous, aujourd'hui dans notre catalogue produit qui est plutôt orienté autour de la mixologie, qui est un produit qu'on retrouve aussi dans nos bars, dans nos établissements. Euh, cette gamme-là, elle est pas forcément orientée mixo, mais en fait, j'ai envie de te dire, avec le parti qu'on a pris sur ces produits-là, finalement, c'est chaque consommateur qui va le consommer comme il a envie. Moi, en tout cas, c'est ma vision de ce produit, de ces produits-là, et de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est les nouveaux codes, en fait, hein. C'est le nom de notre produit. On a envie de se dire, tu as envie de boire sur glace, bois-le sur glace. Tu as envie de boire sec, tu le bois sec. Tu as envie de boire en cocktail, bois-le en cocktail avec un soda, avec de l'eau gazeuse. Vraiment, je pense que c'est un truc qui est assez personnel finalement, Mm. et chacun va un peu se l'approprier. Et pour moi, c'est ça la meilleure des façons de consommer son whisky, c'est comme on a envie. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais. C'est votre produit, c'est plus le nôtre, quoi. Du moment où il est acheté, quoi. C'est ma vision. C'est un peu ça, top. Et moi, je voulais faire un rapprochement parce que dès que j'ai vu cette bouteille, j'ai eu des flashs dans ma tête de à quoi ça m'a fait penser en termes d'inspiration design. Peut-être qu'on a eu les mêmes, mais je voulais te les montrer pour que tu me dises un peu si tu y avais pensé ou si ça Allez, te je suis disait quelque chose. curieux. La première, pour moi, direct, c'était Mercer plus Prince de ASAP Rocky. C'est un whisky qu'il a sorti. Alors, c'est un whisky, c'est un whisky, un Canadian whisky en Ouais. tant qu'américain. Qu'il a sorti, alors je sais plus quand c'était peut-être l'année dernière, 2023, quelque chose comme ça. Mais pour le coup, la forme, elle était totalement what the fuck et on voyait en gros, la bouteille, il y a deux verres
pour servir Ouais. qui finissent en haut et en bas. Est-ce qu'on a plus d'images là à montrer? Ouais, il y a quelques photos ici. Donc est-ce que ce produit, est-ce que tu le connaissais? Est-ce que ça t'a fait écho? Ouais, je le connaissais. Je suis grand fan d'A$AP Rocky, donc forcément, je l'ai vu passer. J'ai vu la campagne de com qu'ils ont fait aussi. Je pense que sans A$AP Rocky, je l'aurais potentiellement moins vu passer, ce truc. Ouais. J'ai pas eu la chance j'aimerais beaucoup voir cette bouteille en vrai, je l'ai pas vue. J'aimerais bien la manipuler, voir. Je sais pas comment sont imbriqués les verres. J'ai l'impression que c'est des verres en plastique, mais c'est des verres carrés. Ouais. Euh, du coup, il doit être assez rigolo, je pense, à tester. Tu dois boire dans l'angle, j'imagine. Ça doit être assez étonnant, je pense, de boire dans ces verres. Mais en tout cas, ouais, ce packaging, clairement, tu t'en rappelles quand tu le vois parce que il est tellement disruptif, il est tellement what the fuck, comme tu dis, que ouais, Et c'est assez fou. super géométrique. Et bon, en tout cas, ça me fait penser, là, quand on revient sur les packaging, tu vois, en termes de forme, de géométrie, euh, on est quand même pas mal dedans, quoi. C'est vrai. Moi, il y avait ça. Le deuxième, c'était pour l'étiquette. C'était ce produit-là qui a été dans tous les benchmarks, tous les blogs design. Il a remporté Ouais. plein d'awards. Tu as sûrement dû le voir passer. C'était pour un soda écossais, il me semble, Ouais, Rapscallion. Et très belle canette. Ouais. J'ai jamais vu en vrai non plus, malheureusement. C'est vrai que ça donne envie de les voir, de les toucher, de voir un peu le papier, de voir un peu la texture de la canette. ouais, carrément. Et c'est sorti en février 2020, je crois. Et c'était un peu au moment de l'essor de la canette en tant que contenant, quoi. Et là, le côté alu est super assumé Ouais. avec toute cette gamme. Et puis cette belle palette de couleurs, là, enfin, ça fonctionne hyper bien, quoi. Et un T'as la côté un peu labo. petite référence Pantone, Pantonnier, Ouais. avec le bandeau blanc, là, ouais, c'est très cool. Ouais, non, donc il y avait ça. Sur le placement, tu vois, vous, du coup, bah, vous avez un placement qui est tout en haut, avec pas mal de place sur le bas. Ouais. Du coup, tu vois, un beau mix des deux, de ça, de ça. Et le troisième, c'était aussi pour l'écriture. Ça, c'est un torréfacteur à Toulouse, Ok. Mini Fondi. Et du coup, en fait, c'est toujours dans cette inspiration de palette couleur de design et qui est assez fraîche. Et le placement typographique, quoi. Et on a vu qu'il y avait pas mal de tendances graphiques là-dedans Ouais, dans le tout à fait. fait de couper le mot et de le mettre en gros, soit en haut, soit en bas. Mais en tout cas, il y avait ce côté on the edge, entre guillemets, donc sur les bords, Ouais. qui est une tendance aussi qu'on voit émerger depuis une ou deux années. Donc, ouais, moi, ça m'a fait penser à ces trois produits, quoi. Un potpourri de tout ça, mais Ouais, très cool, ouais. je- T'as des belles refs. Ouais. Je connaissais pas le torréfacteur, là, mais les packaging ont l'air ont l'air assez réussis aussi. C'est très chouette. parce que toi, en Ouais. termes d'inspiration, quand tu as proposé ça, t'en avais en tête, que ce soit hors boisson aussi? Ouais, ouais, bien sûr, parce qu'on bah, on a fait quand même pas mal le tour. Et puis, il y a quand même beaucoup de nouveautés qui sortent toutes les semaines quand tu reçois les newsletters, etc. Tu vois tout ce qui arrive et c'est un marché qui est en perpétuelle mutation. Donc, ouais, forcément, on voit des choses passer. Euh, Tu vois, lorsque on voit ce qu'a fait le domaine des hautes glaces, typiquement, je ne sais pas si tu en as déjà parlé Ouais. dans tes podcasts précédents, mais le domaine des hautes glaces, ils ont fait un énorme travail de packaging qui a été inspirant sur un territoire totalement différent du nôtre, tu vois, mais avec un parti sur la bouteille qui était vraiment remarquable. Je pense à eux parce que, pour le coup, ils ont aussi fait un gros travail d'éco-design. Et nous, c'est quelque chose aussi qu'on a voulu vraiment marquer sur ce produit, sur cette gamme-là. Je t'en ai pas encore parlé, mais effectivement, dans tous les choix qu'on a pu faire, c'était se dire aussi comment on arrive à faire quelque chose, un produit qui soit un peu plus durable, qui soit un peu moins, qui soit un peu plus vertueux. Auparavant, on était sur les étiquettes en polypropylène. Là, on bascule sur les étiquettes en papier recyclé. Donc derrière, c'est forcément pas le même prix. On sait que c'est des surcoûts, mais on a envie d'aller vers ça. Mhm. Euh, on est sur un étui en craft recyclé également que je vais te montrer aussi tout à l'heure là parce on l'a pas encore présenté donc je vais te le montrer en exclusivité tout à l'heure si tu veux. Ok, Là. ouais, carrément. Et donc voilà tout ce travail là il commence aussi par la bouteille puisque sur la bouteille qu'on a choisie on part sur une bouteille qui fait 400 grammes Ok. euh, versus une bouteille auparavant qui faisait 750 grammes.
Donc, tu as quand même derrière aussi ce truc de poids qui est assez statutaire, hein, quand tu achètes un spiritueux chez un caviste Mm. qui coûte un certain prix. On a dans l'inconscient l'habitude d'avoir une bouteille un peu lourde avec des grosses semelles, tu sais, avec beaucoup de verre. Et ça, on se rend compte que finalement, aujourd'hui, euh, ça correspond plus vraiment au standard. C'est plus ce qu'on a envie de véhiculer. On se rend compte que finalement, le produit, ça ne lui apporte rien d'avoir un poids aussi lourd, si ce n'est avoir une empreinte carbone beaucoup plus salée à la fin. Donc, l'idée, c'était aussi de se dire aussi comment avoir quelque chose de mieux pensé, de plus responsable et de plus durable. Et c'est pour ça on a fait tous ces choix. Et sur les inspirations, bien sûr, comme je t'ai dit, voilà, Domaine de glace pour le côté vertueux, parce que ce travail-là sur l'éco-design, ils l'ont très bien fait, je trouve, et ils en ont très bien rendu compte dans toute leur démarche. J'ai envie de rajouter Waterford en Ouais. whisky pour le coup, parce que Waterford, pareil, quand c'est arrivé, ça a été tellement disruptif avec cette bouteille en verre bleu où là, tu vois plus du tout la couleur du produit, mais totalement assumé. Euh, C'était vraiment remarquable pour moi. Et puis Bruichladdich également, Bruichladdich pareil, sur le whisky avec une bouteille colorée, ultra typo. Moi, c'est clairement des choses qui me parlent sur des goûts personnels, mais aussi qui vont, je pense, correspondre à une typologie de client. Tu vois, c'est-à-dire c'est le consommateur de whisky qui va pas forcément consommer des whiskies écossais à l'ancienne, mais qui va s'orienter vers aussi un produit parce que le packaging, parce que l'objet, parce que j'ai envie d'avoir cette bouteille-là. Typiquement, le whisky d'A$AP Rocky que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais, carrément. Et pour Bruichladdich, tu penses un peu à tous ou plus à la Blue Lady Je pense au Classic Lady, ouais, c'est ça. Le Classic Lady, le bleu, qui est un produit qui est leur, je pense, leur locomotive. Au final, c'est le produit qui les a fait connaître et aujourd'hui qui fait des ventes, qui a été rebrandé assez récemment pour le coup. Ouais. Et pareil, tu vois, dans les choix typographiques, le fait que la marque n'est même pas visible en entier sur le facing, là, tu vois, parce que le mot est tellement oversize qu'il fait le tour de la bouteille. La construction typographique, Ça, c'est la des choix grille. que peu font, hein. À chaque fois Ouais. dans mes pistes, j'ai envie d'en mettre une comme ça avec le nom en vraiment gros et il faut tourner la bouteille pour le voir. Je vois que Heineken, ils font ça aussi dans leurs packs. Mais bon, tu vois, quand tu vois des packs de 32 ou de 24 en facing, en rayon, tu vois, c'est marqué Heine et le Ken, il est de l'autre côté. Ouais. Enfin, mais du coup, ils peuvent se permettre de mettre un gros pack en large et un autre pack à côté. Et du coup, ça crée Heineken en gros. Enfin, après, ils ont sûrement des demandes spécifiques pour mettre en rayon d'une certaine manière. Mais ouais, souvent, les gens, ils veulent voir le nom en entier, direct sur le facing, et ils ont peur de cette piste créa-là. Ouais, c'est clair. Mais là, bon, tu as une bouteille qui est tellement iconique, tu vois, avec cette couleur, avec cette forme, que de toute façon, tu vois que en rayon, quoi. Même si la marque n'est pas lisible entièrement, c'est ultra impactant. Ouais, non, mais c'est sûr, ils font des très beaux produits. Et je voulais switcher sur le côté rédactionnel. Tu disais que tu avais travaillé avec un concepteur-rédacteur et en France, on sait tous qu'il y a la loi E20 qui limite Ouais. drastiquement la com sur l'alcool. Donc du coup, cette contrainte, elle a fortement influencé votre rédactionnel pour les campagnes de com. Là, on peut voir Ouais. quelques petits slogans. Par exemple, pour le New Code, c'est oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le whisky français. Yes. Pour Manifesto, tenez-vous prêts, ce whisky a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qu'on a pour le flow? On a laissez-vous porter, ce whisky n'a pas peur de vous envoyer promener. Euh, Comment on fait pour être créatif sans être prout-prout en France? C'est hyper complexe, quoi. Ah bah, c'est notre quotidien, ça, désormais. C'est comment travailler avec la loi EDA. Non, c'est extrêmement complexe parce que c'est extrêmement subjectif. Et au final, c'est quelque chose qui évolue sans cesse parce qu'il y a des nouvelles condamnations qui font jurisprudence. Et derrière, nous, aujourd'hui, on n'est pas encore Pernod Ricard, donc malheureusement, on n'a pas de juriste en interne, mais on a un avocat qui est spécialiste en la question de loi E20 à qui on va soumettre nos produits, nos wordings, nos textes ou nos campagnes, carrément nos pitchs de campagne, et puis qui va un peu nous évaluer le risque au final. Sachant que quand tu communiques que tu sors un produit alcoolisé, le risque zéro n'existe pas. Et c'est ce qui nous rappelle sans cesse, tu vois. Ah bah ils se mouillent jamais les Oh, avocats, hein. Pour avoir eh, travaillé avec eux plusieurs fois, c'est... c'est clair, mais bon, tu as quand même ce truc où il faut quand même garder en tête que euh, tu seras, quoi qu'il en soit, tu es attaquable. Après,
tu vas pas forcément perdre, mais tu as toujours ce risque-là. Et donc, le risque, il va toujours nous l'évaluer de 1 à 5, sachant que le 5, c'est le risque maximal, où il nous déconseille de lancer la campagne. Et 1, on va dire que le risque est plutôt modéré, et on sait que tu as peu de chances d'être condamné. Ok. Donc, nous, de toute façon, la loi E20, l'idée, c'est pas de la contourner parce qu'elle existe et il faut composer avec de toute façon. Et à la base, l'idée, nous, le fait d'avoir une consommation responsable, c'est quelque chose aussi qu'on prône et qu'on véhicule dans nos lieux. De toute façon, on a des bars, on a des lieux de vie. Donc, forcément, on va pas rêver les campagnes en disant, allez-y, c'est la fête et c'est pas ce qu'on a envie de montrer. Mais effectivement, comment être créatif, c'est assez complexe, mais c'est surtout se dire où on va jauger le risque en fait et jusqu'où on est prêt à aller à prendre des risques pour avoir une campagne qui soit quand même attrayante. Donc sur ça, pareil, on fait quand même beaucoup de veille, tu vois, on regarde un peu tout ce qui sort sur les campagnes, sur les produits, sur les spiritueux. Il y a C'est rare de voir de bonnes campagnes, mais il y en a quand même quelques-unes qui sortent. De plus en plus, je trouve qu'on a des choses qui sont de plus en plus créatives et qui sortent par rapport à une époque où on était toujours un peu dans le chai, clair-obscur, avec le maître de chai qui laisse ses whisky, qui fait rouler ses tonneaux. Et au final, bon, c'était au bout d'un moment, on a fait un peu le tour. Donc c'était surtout drivé par les Écossais. Tu vois, nous, on a envie de montrer quelque chose d'un peu différent, d'un peu plus coloré, d'un peu plus solaire. Et donc, la campagne, pour le coup, on n'a pas totalement finalisé. Nous, elle va arriver pour accompagner la sortie des produits d'ici quelques mois. Mais on y travaille encore là. Ok. Et du coup, le naming aussi est super important. Là, il y a New Code, Manifesto, etc. C'est des mots qui doivent impacter le consommateur, quoi, direct en rayon, mais qui doit aussi être loi E20 friendly pour le coup. Ouais, tout à fait. Le côté impact, ça, pour le coup, c'est plutôt facile à trouver, de se dire aussi comment on structure la gamme, avoir ces quatre noms qui se répondent aussi un petit peu, qui fassent aussi écho derrière au produit, puisqu'on a aussi cette petite punchline, là tu en as parlé, donc là qui est juste ici, juste à côté sur ces mock-ups là, mais on la retrouve aussi sur le packaging, tu vois, typiquement. Là la partie Ah oui, sur le arrière, derrière, ouais. contre-étiquette, là tu vas avoir le nom du produit, on trouve cette petite punchline là qui est différente pour chacun des produits. On va retrouver aussi le type d'élevage. Ici, on a précisé que c'est vieilli en ex-fût de Pinot des Charentes. Et puis ensuite, on a ce système de jauge, tu vois, qui vont nous permettre de comparer ces quatre produits les uns avec les autres et de se dire, OK, je peux faire un whisky qui est plutôt doux, qui est plutôt tourbé, qui est plutôt fruité. Et là, du coup, tu vas pouvoir comparer les quatre produits ensemble. C'est exactement ce qu'on a aussi sur nos bières, ça, pour le coup. Et là, on a envie de s'adresser au néophyte, tu vois, à quelqu'un qui connaît pas forcément le whisky, pour éviter d'avoir ce produit trop élitiste, parce que si je sais pas ce que c'est un Pinot des Charentes, moi, typiquement, en tant que consommateur, le fait que tu m'aies précisé vieilli en fût de Pinot des Charentes, ça va pas forcément m'amener vers une aromatique bien spécifique et bien définie. Donc, on a ce système de jauge qui va nous permettre de lire tout ça. Et donc, le nom, Ok. finalement, aussi, il doit aussi s'adresser aux consommateurs de whisky qui ne sait pas qui a besoin d'être projeté un peu plus, d'être embarqué un peu plus. Typiquement, encore une fois, pour me comparer avec mon produit précédent, qui était le Ninkasi Whisky vieilli en fût de Chardonnay, qui au final aujourd'hui serait devenu le Ninkasi Whisky New Code, puisque c'est un whisky qui est élevé en fût de Viognier et en fût de Chardonnay. Typiquement, quand j'arrive avec New Code, j'ai directement un imaginaire qui est quand même beaucoup plus puissant que de dire simplement vieilli en fût de Chardonnay. Je vais m'adresser à un public qui est potentiellement différent du public auquel je m'adressais auparavant, puisque là, je vais potentiellement adresser le nouveau consommateur de whisky, quelqu'un qui recherche un produit un peu nouveau, un peu disruptif. Certes, il y a le packaging, il y a le côté coloré, et puis il y a le naming dans tout ça qui va m'emmener, qui va me raconter une histoire un peu plus imaginaire, quoi. Ouais, et puis de toute façon, l'impact typographique, on peut pas tester, hein. En rayon, ça marche grave, hein. Une typo Exactement. hyper grosse, ça attire l'œil. T'as envie de savoir ce qui est marqué en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ton cerveau a envie de comprendre ce qui est écrit et du coup, on va plus facilement vers ces produits-là. Ouais. Est-ce que vous allez faire des campagnes d'influence, du marketing d'influence
sur les réseaux Ouais, sociaux, tout ça. effectivement. Ouais, ouais, on a pour projet pour accompagner le lancement de la gamme, là, de l'accompagner d'une petite campagne d'influence. Euh, et, euh, et pour le coup, c'est pas encore totalement finalisé d'ailleurs. Donc, je suis preneur de tes repos si tu as des noms à me suggérer. Ah ok, et ben on verra ça en off. Et mais du coup, pareil, est-ce que vous vous orienteriez vers des influenceurs nano, micro vous n'avez pas forcément d'idée à ce niveau-là encore? Ouais, bah, l'idée, elle est forcément liée à notre budget communication, hein, comme tu te doutes. Donc, forcément, on va plutôt aller vers des petites communautés, hein, mais pour le coup, la complexité, c'est que aujourd'hui, pour avoir fait un peu pour avoir un peu jeté un œil sur tout ça très récemment là, euh, c'est quand même très axé. Tu vois, tu vas avoir des influenceurs qui sont très mixos et tu en as de plus en plus, j'ai l'impression, sur la mixologie, sur le cocktail et sur qui font ça très bien, tu vois, avec des contenus ultra qualitatifs, avec de la belle photo, avec un soin du détail, avec souci par rapport à l'image et à la vidéo. Et puis à côté, tu vas avoir des influenceurs qui sont vraiment sur le spi, mais et presque un peu à l'ancienne, tu vois. Donc, on a envie d'avoir un influenceur qui ressemble aussi à notre produit. C'est pour ça qu'on a envie de creuser un peu et de trouver aussi les bonnes personnes et qui vont coller avec avec ce produit-là parce que bah, voilà, tout ce qu'on s'est dit auparavant, tu vois, on a envie d'adresser aussi une nouvelle typologie de consommateurs. Et du coup, dans votre wording, ça me fait penser, là quand vous parlez de oublier tout ce que vous savez sur le whisky français, redéfinir les codes du whisky à la française et cetera. Avec cette gamme, vous allez tacler, l'export un petit peu? Euh, Dans un premier temps, on va déjà se focus sur la France. On a déjà un bon marché, une bonne part de marché à prendre là pour le coup. Mais oui, à terme, effectivement, on a envie aussi de se lancer sur l'export avec ces produits-là. Je pense qu'il y a du potentiel aujourd'hui sur les whisky français. On l'a vu, hein, les Japonais sont passés là avant nous et ont réussi ça extrêmement bien. Donc aujourd'hui, nous, tout est aligné pour que notre whisky puisse s'exporter, hein. J'en ai peu parlé, mais on a quand même un savoir-faire qui est extrêmement bon. Nous, notre travail chez Ninkasi, il porte beaucoup sur l'élevage en fût de vin. Donc, c'est ce qu'on raconte un peu sur l'arrière de l'étiquette, hein, comme je te disais, il est en fût de Pinot des Charentes, ou en fût de vin rouge, ou en fût de vin blanc. Puis derrière, sur les embouteillages limités qu'on sortira plus tard, on a encore d'autres spécificités avec des single casks notamment. Mais bah, la plupart du temps, c'est sur des fûts de vin français. C'est le travail de nos distillateurs et de nos maîtres de chez, ça pour le coup, qui vont aller sourcer les fûts à droite à gauche dans les domaines. Et c'est avec grâce à leur réseau, tout ça. Et au final, bah, tout est fait pour que le meilleur whisky du monde soit français de même. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de distilleries aussi qui se lancent. Nous, bah, on a peut-être une petite longueur d'avance chez Ninkasi, puisque ça fait 10 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure. Comme ça a été l'essor des brasseries craft il y a maintenant un peu plus de 20 ans, ben, aujourd'hui, on est sur ce territoire-là, mais avec le whisky. Et je pense que pour démocratiser le whisky français, il faut arriver avec ce type de produit. Il faut arriver aussi avec quelque chose d'innovant, d'étonnant, de disruptif, et ça passe notamment par le packaging. Et puis, bien évidemment, par le produit, parce que si à l'intérieur, le produit, il est pas quali, le packaging, on va pas le racheter la deuxième fois. Mmh, ça c'est sûr. Et est-ce que ce genre de produit peut se vendre vraiment dans vos Ninkasi à vous? Quelle est la proportion de gens qui viennent manger et qui repartent avec, de l'alcool au final? Euh, la proportion aujourd'hui, nous, elle est pas gigantesque, puisque nos lieux, on fait aussi la conso sur place. Donc, il y a aussi le truc où ces whiskies sont disponibles en consommation sur site. On a bien évidemment aussi la conso cocktail et la conso bière. Chacun de nos lieux, effectivement, tu vas avoir une boutique sur laquelle tu pourras emporter ces produits. Euh, Aujourd'hui, on est, le gros de nos ventes, il se fait surtout en extérieur, chez les cavistes notamment. OK. Le fait d'avoir toute la gamme réunie en un même lieu,
c'est quelque chose aussi qui est une force pour nous, puisque on dispose de 25 lieux Ninkasi aujourd'hui. La plupart sont, enfin, le gros de notre base, il va être surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes, Mm. mais on commence un petit peu à se nationaliser, puisqu'on est à Lille désormais, on est à Montpellier, euh, on est à Rouen. Voilà, on commence à sortir de notre fief rhône-alpin. Ah, c'est top ça. Et vous faites combien d'hectos en bière et en spiritueux pour resituer? Euh, j'ai pas les chiffres là en tête, malheureusement. Là, j'aurais peur de te dire une bêtise. Ok, ça marche. Pas de souci. Donc les prix de vente, c'est entre quoi, 44,90 et 52, quelque chose comme ça. Exactement. Et je me demandais, est-ce que l'impact du packaging seul peut justifier ce positionnement premium? Euh, Alors, nous, si tu veux, sur ces produits-là, typiquement par rapport aux produits qu'on avait auparavant, on a réduit le prix. Donc, le packaging, finalement, l'idée, c'était de se dire aussi, on change le packaging, on change tout. On a quelque chose de plus vertueux, comme je te disais, avec des matières recyclées, des matériaux recyclés. Mais l'idée, c'était de se dire aussi que à la fin, le produit, le prix de vente n'allait pas augmenter, voire aller réduire. Donc, on doit avoir quand même un produit qui justifie ce prix de vente, mais en restant quand même très, très accessible. Donc, l'idée, c'était ça. ok. Et du coup, pour Donc, tous ceux ça, qui c'est nous notre produit écoutent d'appel. et qui aimeraient acheter, vous avez des pages avant-première whisky sur votre site web, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, on a une shop, shop.ninkasi.fr que tu présentes ici. Pour l'instant, ouais, les produits sont en précommande. La livraison sera opérationnelle, on va dire, sur la première quinzaine de juin, plutôt mi-juin. Et donc, voilà, tu as donc le New Code qui est notre produit, on va dire, entrée de gamme. Ensuite, Manifesto, que tu montres ici, qui est en fût de Pinot des Charentes, qui est le produit avec le prix le plus élevé. On monte à 52 sur ça. Et puis ensuite, tu as The Flow et Inspiration, qui sont un peu entre deux, parce que là, tu es à 47 euros en prix de vente PNC. Ok. Et donc, c'est des produits que tu retrouveras ensuite dans un réseau de cavistes dans toute la France. Et sinon, comme je te dis, comme on le disait, dans tous les bars Ninkasi, à emporter ou en dégustation sur place au verre. Oh bien. Le plus tourbé, c'est celui-là? C'est celui. On a peu de whisky tourbé, nous, pour le coup. Celui-là, ouais, il est légèrement tourbé. Et ouais, Un je petit pense peu que fumé celui-ci. aussi. Ok. Et le Pinot, je sais plus à combien tu montes sur le Manifesto. Sur le manifesto. Hop, si, Ouais, tiens. pareil. Non, c'est pas. Ok. Et tu voulais nous montrer des petites choses en visio? C'était pour d'autres produits ou Non, c'est pour ce produit c'est pour ce parce produit? que. euh, Parce que, donc, ouais, comme je t'ai parlé d'un peu de notre démarche responsable d'éco-design, donc c'est un peu des contraintes que j'avais envie de rajouter, moi, dans toute la phase de création. Et notamment, bah, j'avais envie de me dire aussi, on réduit le suremballage. Donc, suremballage, c'est l'étui. Ouais, Jusqu'à pas d'étui, présent, ouais. tous nos whiskies étaient vendus en étui. Euh, Étui craft. On était sur des étuis craft imprimés, étui unique. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore que le parti de se dire on supprime totalement l'étui. On y tend, mais on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, on a travaillé différemment. On a travaillé des étuis, des étuis cadeaux, donc qui seront à la demande du client. Et donc ça donne quelque chose comme ça. Tu vois, c'est un étui craft qui est juste générique, c'est-à-dire que j'ai juste Ninkasi Whisky. On retrouve notre symbole de marque Ouais, qui intègre en aussi. oversize, Ouais, ouais, qui ok. est la DS Ninkasi. Ouais. Et puis l'idée, c'était directement de faire sortir la partie un peu clivante de notre produit. Le bouchon, il sort directement, tu vois. Et donc, par un système de découpe et de pliage, on va avoir cette petite boîte là pour avoir notre produit. Et donc, comme se dit, un étui cadeau. C'est le client qui le demande, en tout cas, c'est le caviste qui le propose. Le client, à lui de faire son choix, encore une fois, comme on l'a dit. Il le boit comme il a envie et puis il le consomme comme il a envie parce que bah, si tu n'as pas envie d'avoir le suremballage, tu
je ne le prends pas. Moi, j'ai une dernière question. Si tu devais donner un conseil à une marque qui veut casser les codes dans les spiritueux, ce serait quoi? Hum, Je pense qu'il faut que ce soit quand même en lien avec l'ADN de la marque. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, une marque qui a une historique ultra lourd, ce sera toujours un peu plus touchy de se dire on disrupte et on retourne à la table et on part sur quelque chose de totalement nouveau. Mais pour moi, le conseil que j'ai envie que j'ai envie de garder, c'est se dire il faut s'adresser au consommateur et se dire que le produit qu'on propose, il correspond aussi à, à la période dans laquelle on est, aux consommateurs à qui on s'adresse, à la génération à laquelle on s'adresse, et se dire que il faut être là au bon moment, avec le bon produit, quoi. Comme je t'ai dit, le produit qu'on sort aujourd'hui chez Ninkasi, on n'aurait pas pu le sortir il y a 10 ans. Il a fallu qu'on essaye plein de choses pour arriver avec ce flacon-là aujourd'hui. Et, euh, et je me dis, c'est être en adéquation avec ton ADN, avec tes consommateurs et avec ce que toi tu représentes, quoi. Faut pas non plus être sur un truc en appropriation ou en opportunisme, je pense. Ouais, l'opportunisme, c'est un grand mot. C'est sûr que dans toutes les startups boissons, c'est souvent sur l'opportunisme qu'elles se lancent. Et c'est vrai, moi-même, je fais beaucoup de rapports tendances. Et je parle de tendances 2024, 2025, 2026. Bah, c'est sûr qu'on retrouve un peu les mêmes tendances parce que c'est pas parce qu'on arrive le 31 décembre que bim, on change de tendance. Ouais. Et souvent, la plupart du temps, on a même 5 à 10 ans de retard sur ce qui se fait aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. Et ça veut même pas dire qu'un jour ça va venir en France. Par exemple, les hard seltzer, Ouais. ça a jamais popé, quoi. Donc c'est vrai que même si on aime bien lire les tendances, il faut quand même faire attention à notre propre marché, en tout cas au marché dans lequel on veut lancer notre produit. Si on veut le sortir juste en export, il y a peut-être pas de souci sur certains produits. En France, il y a encore des codes au final. C'est clair, ouais. Tout à fait. Top. Eh ben, écoute, merci pour ta participation. C'était cool. Pour tous ceux qui nous écoutent, allez jeter un œil sur le shop Ninkasi si ça vous tente, commander cette belle bouteille. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Merci Ludo. À À très plus. bientôt. Ciao. Salut.